On était assis au premier rang, tout seul dans cette salle, à vérifier une copie pour, je crois que c'était pour Toronto. Donc c'est évidemment très émouvant de revenir presque 20 ans après. Il y a Franck Calfoun qui est là aussi ce soir, qui est dans le film. Et voilà, c'est d'être ici. Et puis ce soir, évidemment, de repartager ce film et voilà, ce grand écran de nouveau avec vous tous. C'est très émouvant, mais c'est aussi spécialement émouvant pour moi parce que c'est la première fois ce soir que mon fils de 15 ans, qui est dans la salle, il ne devrait pas parce que ça tarde moins de 16 ans, voilà, qui va découvrir le film pour la première fois sur grand écran. Voilà, toujours le grand écran, c'est toujours tellement mieux pour découvrir et pour vivre ces films-là. Voilà, bah écoutez, si vous le voyez pour la première fois, j'espère que ça va vous plaire. Si vous le revoyez à nouveau, vous allez le redécouvrir en grand. Donc ça fait quelques années maintenant, et puis on se revoit juste après. Et c'est une copie restaurée 4K, c'est la première mondiale C'est exactement, on a refait un master 4K il y a quelques mois, et donc c'est la première fois que ce master est projeté. Merci encore Alexandre. Je n'ai pas grand chose à dire encore, c'est vrai que j'ai revu un petit peu la fin, voilà. C'est vrai que de faire ce master, ça m'a plongé dans toutes ces images. Et, voilà, donc de partager un petit peu cette tension avec vous, c'était intéressant. Voilà, si vous avez des questions. N'hésitez pas à lever la main pour qu'on vous repère, soit en haut ou en bas. J'ai déjà commencé à lancer une première question. Ah, j'ai une en bas. Hop. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le film, je pense que vous m'avez dit oui. Est-ce qu'avec le recul, c'est quoi votre avis sur le film maintenant, plus de 20 ans après? C'est compliqué, c'est une question. J'ai l'impression que ce film-là, c'était plus une... comment dire, on a fait ça à un moment donné où on retrouvait très peu en salle ce sentiment de peur. On sortait un petit peu des années 90 qui étaient très scream, on va dire. Il y avait un peu une ironie sur le genre. Et en fait, nos vraies terreurs de spectateurs, on l'a trouvé dans les vidéoclubs, dans le cinéma qui était plus des années 70 américains, La Maison sur la gauche ou Massacre à la tronçonneuse, des films comme ça. Donc quand on a écrit ce film avec Greg, on a essayé de retrouver un petit peu cette sensation-là. Et à ce moment-là, c'était un peu la surprise. On ne savait pas si ça allait marcher, si ça allait fonctionner sur le public, si elle allait avoir un public. Et ça a un petit peu initié quelque chose, en tout cas en France. Le film a beaucoup voyagé aussi à l'étranger. Alors aujourd'hui, je vois évidemment plein de choses que je ferais aujourd'hui différemment. Mais c'est aussi ça un film. Un film, c'est un instantané de ce qu'on est au moment où on le fait. Et il y a 20 ans, quand on avait 20 ans, donc voilà, c'était un petit peu ce qu'on était, ce qu'on avait, ce qu'on portait. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, déjà, merci d'être ici avec nous, parce que c'est un plaisir d'avoir la chance de vous voir en direct là aujourd'hui. Moi, j'ai une petite question un petit peu en lien avec ce qui vient d'être dit. Un de vos derniers films, c'est un film qui est sorti sur une plateforme, que par ailleurs j'ai beaucoup aimé. Et du coup, un petit peu en lien avec précédemment, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, pour produire ce type de film, en France ou même ailleurs, c'est un petit peu compliqué d'avoir un accès aux salles? Et est-ce que peut-être l'avenir des films de genre est sur les plateformes plus qu'au cinéma? Comment vous sentez-vous? C'est partagé parce que en même temps aujourd'hui, en tout cas quand on regarde un petit peu le box-office à travers le monde, les seuls films qui réussissent un petit peu à marcher en face des énormes blockbusters, films de super-héros et autres franchises, c'est des films de genre. Donc il y a quand même un futur qui est beaucoup plus assuré qu'il était il y a 20 ans quelque part. Et c'est vrai que voilà, récemment un film comme Smile, ça a fait un énorme carton partout dans le monde. Il y a encore une place dans la salle et je pense que cette place elle s'impose parce que c'est un cinéma qu'on ressent, qu'on a besoin de partager ensemble. Il y a une sorte de peur, voilà, il y a la température qui monte,
la tension, être accroché à son siège, c'est des sentiments qu'on a envie de vivre en salle de cinéma et pas forcément chez soi. Alors chez soi, ça marche aussi. Moi, je regarde beaucoup de films d'horreur chez moi. ça fonctionne très bien, mais c'est une autre expérience. Donc j'ai l'impression qu'en fait, le cinéma, la salle de cinéma, ça reste le temple de ce cinéma très viscéral et très immersif. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. J'avais une petite question, je voulais savoir, parce que bon, quand j'avais vu votre film, je crois, en version petit écran, et là, quand on en grand écran, je me dis que c'est quand même sacrément gore. Je suis encore un peu éclaboussé, là, vous voyez, on s'en rend quand même plein la figure, mais justement, je me disais, est-ce que ça a été difficile pour vous de convaincre deux actrices comme Maïwenn et Cécile de France, alors qui n'étaient peut-être pas aussi connues à l'époque que maintenant, mais qui étaient, je crois, quand même déjà un petit peu connues, et elles jouent quand même dans un truc ouais, qui est quand même à part, quoi. Un vrai film de genre qui éclabousse bien. Est-ce que ça a été difficile à l'époque, et est-ce que vous pensez que maintenant ce serait possible d'engager comme ça deux actrices déjà un peu connues dans un film de genre comme ça? Oui, alors, je prépare un film qu'on va tourner au mois de mars avec Ali Berry. Donc, la question, elle est, oui, il y a encore en fait des acteurs très connus, bien connus, qui ont vraiment envie de jouer dans ce type de cinéma-là, qui est un cinéma qui n'est pas basé uniquement sur des dialogues, mais sur des émotions. Ce que fait Cécile dans ce film, il y a des moments, je ne parle pas du gore, mais je parle des moments de jeu où finalement elle va traverser un couloir, un escalier, et à chaque pas, on va comprendre, sans aucune parole, ce qui lui passe par la tête, à quoi elle pense, et c'est elle qui prend le spectateur. Le film sans Maïwenn et Cécile, il n'existe pas. C'est vraiment elle qui le porte et le font exister. Après, à l'époque, Cécile a été une des premières rencontres, et à l'époque, elle n'était pas encore connue du tout. On avait beaucoup de mal à monter le film sur elle, et puis un jour, elle nous a dit qu'il faut attendre un petit peu, parce que là, j'ai 3 films qui sortent en même temps, et ça va changer toute la perception de l'industrie française. Et en effet, il y avait parmi ces films-là l'Auberge espagnole, qui a fait que, voilà, mais elle avait envie dès le départ, elle avait compris en fait le challenge, et Cécile est une actrice qui est extrêmement technique, qui est une des actrices les plus... C'est vraiment une des meilleures expériences que j'ai eues de ma vie de travailler. Voilà, Maïwenn, c'est un autre genre, c'est pareil, mais avec comment dire, un dynamisme qui est très très important. Et je ne sais pas si aujourd'hui les deux feraient un film gore comme ça, pas forcément, mais ça reste quand même pour un acteur, le survival en général, c'est vraiment une opportunité de vivre l'instant d'une manière tellement intense et de communiquer au spectateur. C'est quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs, en fait, dans aucun autre genre de film. Merci. Bonjour. Ici, oui, bonjour. Alors déjà, merci pour ce film qui a bercé mon adolescence, que j'ai pu voir au moins 10 fois. Je sais qu'il faisait partie de ce que les médias étrangers appellent la New French Extremity, avec à l'intérieur, frontières, un petit peu tout ça. Et je voulais savoir si actuellement ce cinéma-là sera encore possible avec la même radicalité, avec la même brutalité, sans tout un petit peu le cinéma actuel d'horreur ou le cinéma gore qui a tout le temps un sous-texte, disons politique ou social, juste quelque chose de radical comme ça. Est-ce que vous pensez que ce serait possible? Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous aimeriez encore essayer peut-être de faire dans un avenir voilà. Alors, si c'est pas possible maintenant, ce sera à un moment donné, parce qu'il y a quand même des cycles comme ça dans ce cinéma-là qui reviennent et qui tournent et qui reviennent. Et c'est vrai que pour le moment, il y a, et c'est plutôt bien, hein, tout ce cinéma, le cinéma de peur, de survival, d'horreur, n'a jamais été aussi présent, que ce soit en série télé, en film et dans les succès publics. Donc il y a quelque chose quand même il y a une diversité au sein du genre qui est assez saine en ce moment. Et je pense qu'il y a toujours de la place pour je pense à Barbarian, qui est sorti malheureusement que en streaming en France, mais qui a été un vrai succès en salle au cinéma aux États-Unis, qui est un film un petit peu dans la même veine que Haute Tension, qui
qui a le même côté un petit peu radical, un peu extrême, un peu... donc je pense que c'est toujours possible, oui. Question. Bonsoir, merci. C'est la première fois que je revois le film depuis la sortie. Du coup, pendant toute la séance, j'ai essayé de choper des indices par rapport au reveal final. Et j'ai pas l'impression qu'il y en ait, en fait, à part au tout début. Parce que c'était, voilà, vous vouliez vraiment ne pas mettre du tout d'indices sur le dédoublement de personnalité pour garder le reveal final. Ah, c'est une longue histoire, en fait. Le script original était un retour à la scène de départ, où tout d'un coup, on allait tous ensemble, à la fin, revoir cette vidéo de surveillance et comprendre que tout ce qu'elle nous avait raconté, c'était complètement faux. Et on a décidé, quelques mois avant le film, d'avancer ce retournement un peu plus tôt dans l'histoire. Mais c'est vrai pour être complètement honnête, à ce moment-là, on n'a pas trouvé toutes les solutions pour les expliquer. Et donc, voilà, aujourd'hui, j'ai quelques idées, mais c'est un peu tard. J'ai eu l'impression, en revoyant le film, que certains acteurs étaient doublés, notamment le personnage du père de Marie, où j'ai cru reconnaître une voix de doublage très connue. Est-ce que vous pouvez me le confirmer? Et si oui, pourquoi avoir redoublé en français dans un film français? Alors, c'est un film qu'on a tourné à Bucarest. Et donc, tous les acteurs, à part Cécile Maïwen, Philippe Naon et Franck Cafoun, et non, il y a Jean-Claude de Goros aussi qui est là. Tous les autres acteurs, c'est-à-dire les parents, le petit garçon, sont en effet des acteurs roumains qu'on a dû doubler pour ne pas avoir d'accent. Et là, j'ai vu la version doublée en anglais du film, c'est CC de France qui fait ça. Oui, alors, c'est des grandes histoires de ce film-là. C'est-à-dire que Lionsgate, qui avait acheté ce film-là à Toronto, a décidé, après sa projection à Sundance, de le sortir en grand, c'est-à-dire sur plusieurs milliers d'écrans aux États-Unis. Et pour cela, ils ont eu cette idée de dire, si Cécile allait dans la maison de son ami et que c'était des Américains installés en France. Donc on a fait toute une version assez mal doublée, il faut le dire, où en effet, tous les autres sont doublés par des Américains, mais Cécile garde son accent et sa voix française. J'ai une question du travail sur le son, ça m'a marqué quand j'ai revu le film. C'est à la fois donc, la musique de François Chapeau et forcément tout le travail sur le design sonore, c'est assez dingue. Les bruits de rasoir sur la fin, il y a plein de détails partout, les craquements, ça demande un travail monstre. Vraiment, c'est un travail plus fort que le français de l'époque. Je trouve qu'il y avait vraiment un travail assez dingue fait sur le son. Ah oui, toujours, mais après, c'est vrai que là, j'étais un peu surpris en revoyant le film, justement, je trouve qu'il y a plein de choses qu'on fera différemment aujourd'hui en termes de mix. Et c'est vrai qu'on a poussé les voltages. Ça fait du coup ça fait un effet un peu ouvert de top assez bizarre pour le film, il y a un côté surnaturel, rien que par le son en fait. Et les chants musicaux aussi, Tiamo bien sûr, Muse, mais il y a pas Bolivien quoi. Non, on voulait un moment un petit peu d'humour noir dans cette camionnette et c'était la chanson qui s'y prêtait le mieux. C'est ce film noir au monde, dans le générique de fin, il y a le nom de Liba Bolivien. Ah oui, il faut l'avoir une fois dans sa vie. Il y a des questions en bas, en haut, je ne vois pas forcément. Ah, ici, désolé. Du coup, merci pour le film. Et c'est pour savoir, ça fait en plus de 25 ans que vous êtes devenu producteur et tout. Est-ce que vous avez connu des réalisateurs qui se sont dit influencés par votre travail? Et si oui, lesquels Oui, alors je vais pas. Il y en a quelques-uns qui sont. Mais bon, il y a forcément nous, quand on a commencé à faire ce cinéma-là, on était influencés par plein de réals qui nous ont précédés, et j'imagine que notre travail va inspirer d'autres réalisateurs, ou leur montrer ce qu'il ne faut pas faire, mais d'une manière ou d'une autre, en tout cas, avoir une certaine influence. Après, c'est vrai que des fois, on rencontre évidemment C'est ce moment-là, certainement, on a commencé assez jeune, on avait 20 ans quand on a fait ce film-là et le film précédent. Et aujourd'hui, on rencontre évidemment beaucoup de gens qui ont vu ce film-là dans leur adolescence. Donc c'est le moment où il faut accepter qu'on est
voilà, qu'on est de la génération précédente. Ok, merci. Oui, juste une question aussi, là, vous parliez de l'importance de certains accessoires aussi, de montage, etc. Est-ce que la camionnette, là, la Citroën, que moi je trouve assez extraordinaire, qui a presque un personnage à part entière, est-ce que là aussi c'est voulu? Est-ce qu'il y a un peu une référence clairement à Duel de Spielberg et ce vieux camion rouillé là, qui est sur les routes? Ah bah, complètement. Alors c'était quoi l'équivalent du camion de Duel en France? C'était le Citroën H. Alors on l'a modifié un peu même. Hein. Donc les jantes sont un petit peu plus larges, on va lui donner un peu plus de gueule. Surtout à l'époque, on en trouvait pas beaucoup. Il n'y avait pas encore la mode des food trucks qui les utilisent. Donc ils avaient vraiment disparu un petit peu de la circulation. Et on a mis un moteur Dacia de course à l'intérieur pour qu'il y ait un peu plus de puissance. Donc voilà, donc c'était notre camion customisé. J'ai une question sur le travail avec Gianetto de Rossi, donc, qui était un acteur mythique du cinéma italien d'horreur des années 80. Comment c'est passé avec lui? Comment tu as eu l'idée d'être cherché? Raconte-nous un peu. Alors, il nous a été présenté par Inigo Lezzi, qui était le directeur de prod, et aussi le père de Maxime Alexandre, qui était notre directeur de la photo. Et ça a été une rencontre incroyable, parce que Gianetto, il avait une créativité, il était beaucoup plus âgé que nous déjà à l'époque, mais il avait toujours une longueur d'avance sur ce qu'on pouvait faire, jusqu'où on pouvait aller, une manière de fabriquer les effets spéciaux qui est assez différente finalement de ce qu'on a découvert après quand on a travaillé avec PNB ou Paris Cotero ou tous ces grands maquilleurs américains qui ont plus de moyens. Il y avait un système D chez Gianetto qui était exceptionnel, parce qu'une qualité évidemment qui allait avec. Il a bossé avec vous sur le découpage justement pour pouvoir pratiquer les effets et tout. Alors on a fait beaucoup de répétitions justement pour voir sous quel angle ça marchait et comment il fallait fonctionner, mais il était vraiment, il y avait une petite équipe, on n'était pas beaucoup, c'était une toute petite équipe à Bucarest, et avec Gianetto on était vraiment toujours à réfléchir à comment on allait faire les scènes, à comment on allait les découper pour que ça marche le mieux possible. Et la relation que EuropaCorp était dès le début producteur de film, ils sont arrivés plus tard, ils ont demandé des choses, je ne sais pas comment ça s'est passé. Alors ils sont arrivés quasiment juste avant la préparation. On a eu en fait un financement qui s'est écroulé vraiment tout au début, et le film allait plus se faire. Il y avait eu un fait divers à Paris qui était justement lié à Scream, à Wes Craven, et donc des partenaires de télévision ont décidé qu'ils ne voulaient pas aller sur un film comme ça. Et donc, en dernière minute, Luc Besson et EuropaCorp sont venus remplacer tout le monde. Oui, bonjour. Je suis là-haut, c'est pas grave. Il y a Avatar 2 qui sort bientôt, là, donc on va peut-être réassister à une nouvelle mode de la 3D, et c'est une technologie que vous avez déjà eu l'occasion d'employer. Quelle était votre expérience avec cette technologie, et est-ce que vous aimeriez refaire un film en 3D un jour si vous avez l'occasion, notamment dans le cinéma d'horreur? Alors, j'ai eu l'occasion, mais pas en 3D SAD, mais en 3D VR, de refaire. L'expérience sur Piranha de la 3D, elle a été catastrophique, parce qu'en fait, elle aurait pu être fabuleuse. Hein. Le film a été fait pour la 3D, pensé pour la 3D. C'est juste qu'on a travaillé avec une compagnie qui nous a... Voilà, qui n'a pas dépensé là où il fallait, et la 3D n'était pas au niveau de ce qu'on voulait, évidemment, au bout du compte. Mais c'est vrai que moi, c'est un outil que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez incroyable quand on regarde Gravity dans une grande salle, et qu'en 3D, ça prend une dimension qui est évidemment, par définition, beaucoup plus forte. Une question là. Bonsoir. On dit souvent qu'on n'a pas le droit de tuer les animaux, ni montrer les enfants qui sont tués. Est-ce que vous avez été embêté pour la distribution internationale, ou est-ce que vous avez dû remonter quelque chose à ce niveau-là? Alors, sur la version américaine, elle est légèrement plus courte, mais ni sur le chien, ni sur le petit garçon. Donc, non, on n'a pas eu de problème de ce côté-là. C'est plus sur le massacre de Naon dans la serre. Et je crois qu'il y a un autre moment, il y a 40 secondes qui ont été coupées.
Après, ça reste un film français, donc on peut encore se permettre de faire des choses. C'est pas parce que salopard tue un chien que c'est notre point de vue. Bien sûr. Merci. Une question en haut, voilà. Bonsoir, c'est au sujet de Philippe Naon, donc l'égérie de Gaspard Noé, qui était à votre place l'année dernière. Et je voulais savoir votre influence de ce réalisateur par rapport, je pense à Irréversible, qui est sorti un peu avant. Non, après. Mais c'était évidemment Seul contre tous qui nous a absolument convaincus qu'il nous fallait absolument Philippe Naon. C'était vraiment le personnage, l'archétype, tout. Et pourtant, il était tellement gentil, tellement un amour. Mais bon, il avait quand même ce charisme à la Émile Louis. Voilà, qui était parfait pour le rôle. Mais avez-vous eu les premiers retours de votre fils? Pas encore. J'attends la fin de la séance pour Ce qu'il a aimé de nous dire, pour savoir. Oh, il est dur, hein, je sais pas, mais. assez violent, assez violent. Et par rapport à la version 4K, par rapport au 35 mm d'il y a 20 ans, est-ce que vous avez beaucoup de différences? Alors, c'est très difficile parce qu'on n'a pas pu comparer la copie 35 et le 4K. La dernière copie 35 qu'on avait était dans un état mais tellement atroce que c'était regardable. Donc là, au moins, je retrouve beaucoup d'informations, je retrouve le grain de la pellicule surtout, et surtout plein de choses qui avaient disparu parce que quand on avait fait les étalonnages pour le DVD et pour le Blu-ray, c'était encore pour des télés à tubes. Et donc il fallait contrer et être sûr que les noirs vont être noirs, donc on était vraiment poussé dans le contraste. Donc finalement, ces masters avaient perdu en fait toute définition. Donc là, on retrouve un peu quand même la sensation et toute l'information qu'il y avait dans le 35. Question là-bas au fond. J'ai une question. Comment se justifie la première apparition de Philippe Naon et comment se justifie tout le film avec le camion même à la fin? Même quand tout est révélé, on voit encore le camion en fait. Alors oui, quand tout est révélé, on voit encore le camion. Après, on est dans la narration de ce qu'elle raconte du film. C'est-à-dire quand le film commence et qu'on est sur ça y est, ça enregistre. Donc elle est dans ce récit en fait le tueur devait être là, il nous regardait, il nous observait. Donc c'est toujours dans cette même direction qu'on s'installait. Après, est-ce que elle est partie avec la Ford jaune? Est-ce que est-ce qu'elle est restée avec cette camionnette? Est-ce qu'il y avait une camionnette dehors? On avait tourné plusieurs plans, dont un où elle marchait autour de la maison et il y avait une sorte de cabane à outils où il y avait tous les outils qu'on allait voir après par la suite. Et on avait aussi un plan de la camionnette sous une bâche qu'on a décidé de ne pas mettre finalement parce que c'était un petit peu trop évident comme indice. J'ai une question, Alexandre, aussi sur on a parlé tout à l'heure de la musique, François Chanfro qui nous a quittés. On avait parlé avec Justin Emory avec qui il avait fait la vidéo de l'intérieur, et par exemple c'était un gars assez dingue au niveau des triturages, des sons, l'expérimentation et tout. Et à la base, c'était pas forcément un musicien très connu, qui était un milieu expérimental. Comment tu as eu l'idée de le chercher pour parce que la bande-son du film, elle est indissociable du film, c'est quelque chose d'assez dingue. Oui, et pourtant elle a été faite avant en fait. Et non, parce que. Oui, alors. Et que Luc Besson a dit écoutez, j'ai les finances pour ce produit twist, je veux regarder les textes. Et c'est peut-être pas ça qu'il y a eu une toute petite incohérence avec la caméra. Alors, il y a eu Philippe Naon complètement. C'est-à-dire qu'il y avait le script original avait ce twist-là, mais ce twist-là était sur la fin, sur ce retour dans cette chambre d'hôpital où elle racontait. Et donc tout était assez clair et d'une manière assez simple. C'est en préparation, avec justement des discussions avec les Besson, qu'on a essayé de développer en fait, ce twist-là, au lieu d'être sur les dernières minutes du film, d'être sur les dernières 20 minutes du film. J'ai une question à poser
noté aussi sur ta carrière américaine, tu es un des rares réalisateurs français à avoir réussi ton passage aux États-Unis, parce que la plupart en sont sortis assez cassés quand même. On a fait des films vraiment merveilleux là-bas, et toi tu es le seul qui a réussi à passer ça. C'est quoi ton truc en plus? Qu'est-ce qui fait que tu as réussi à pas se faire broyer par la machine et à réaliser ton. C'est une série de rencontres. Ce film-là a été vu par Wes Craven. Beaucoup de gens veulent contacter, j'imagine, après, beaucoup de gens veulent Voilà, Hollywood. et ça a été la raison d'une rencontre avec Wes Craven qui nous a proposé de faire La Cognée des yeux. On a eu beaucoup d'autres propositions à ce moment-là. On s'est dit avec Greg que c'était faire La Cognée des yeux, c'était un moyen de continuer un petit peu ce qu'on avait commencé avec Haute Tension. C'était un moyen de s'approprier quelque chose, de l'écrire. C'était un moyen aussi de se confronter à un remake d'un film qui n'était pas forcément le plus réussi de son réal, donc on avait vraiment de la marge pour faire quelque chose de mieux. Donc on a choisi d'aller dans cette direction plutôt que de faire des films qui étaient prêts à tourner. Et en faisant ça, en fait, on n'est pas devenus des faiseurs ou des techniciens, on est vraiment devenus quelque part des filmmakers. C'est-à-dire qu'on a écrit, on l'a réalisé, on l'a produit, et ça nous a permis, comme ça a été un succès, évidemment, de nous installer d'une manière un peu plus confortable sur la création, sur le côté créatif, qui peut être très difficile, évidemment. Tu parlais un instant d'Alexandre Levasseur, du coup, Grégory Levasseur, qui est dans la salle avec ici. Donc Greg, avec vous, je crois que Greg c'est une direction artistique, c'est ça qui a indiqué, mais vous avez vraiment une façon de travailler, je pense, très proche pour tous vos films. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Greg est là-haut, je ne sais pas s'il est en descendre ou pas, mais en tout cas, qu'est-ce que tu pourrais dire sur vos contrats avec Grégory Levasseur? On s'est rencontrés en 6e, donc voilà, plus de 30 ans plus tard, on travaille toujours ensemble. C'est des films de relation, c'est ça, l'adolescence, c'est ça? Vous avez vu vidéo? Oui, alors on a fait des mariages qu'on a envoyés à un movie qui n'ont pas publié, malheureusement. On a écumé tous les vidéoclubs, on a regardé, on s'est fait une cinéphilie commune, et puis surtout très très vite, on a commencé à écrire les histoires qu'on avait envie de voir, à écrire les histoires qu'on avait envie de faire, et puis ça a continué aux États-Unis jusqu'à maintenant. Est-ce que des gens ont des questions? Là, ici. Vous avez parlé d'un projet avec Alperi, c'est ça? Est-ce que vous pensez aussi refaire un film en France, avec des acteurs uniquement français, dans un contexte En fait, pour la première fois, on a tourné un film, un long métrage en France, parce que le premier, Furia, il avait été tourné au Maroc, le deuxième, Tension, avait été tourné en Roumanie, et donc là, pendant le confinement, on a tourné Oxygène avec Ménéan, qu'on a tourné à Paris, donc c'était la première fois que ça, voilà. Donc c'était très agréable, et on a très envie de trouver une autre raison de recommencer. Ici. Une question plutôt pour revenir sur votre carrière, ce que vous avez produit, ce que vous avez réalisé. Vous avez produit des remakes et réalisé des remakes, et je veux savoir pour vous quelle était vraiment la principale difficulté. Je pense notamment à Maniac. Ça, il faut demander à Franck, mais c'est vrai que quand pendant très longtemps, en fait, le film Haute Tension est un hommage à Maniac très poussé, même la séquence des toilettes. Elle est quasiment plan par plan celle de Maniac. On est allé jusqu'à, je pense que Greg avait fait des graffitis sur la porte qui sont exactement les mêmes graffitis dans Maniac, donc on a vraiment signé l'hommage. Comment dire, un remake, c'est toujours, quand on nous a approché la première fois pour refaire Maniac pour de vrai, et que William Lustig nous a dit ce serait bien que ce soit vous qui vous y colliez. On était un petit peu, réservé, parce que c'était pour nous un pilier du cinéma de genre. Il y avait quelque chose de très fort et de très difficile. Donc ça nous a commencé. Voilà, le fait qu'on ait pris une telle liberté avec le film, dans le casting, dans le concept, du point de vue, tout ça, ça a permis au Maniac qui a réalisé donc Franck Elfon d'être plus un autre film. C'est-à-dire pas juste le remake de Maniac, mais un autre Maniac d'une manière vraiment différente. Je pense que
cette dimension de comprendre, d'approcher un remake par, non pas l'idée d'effacer l'original, mais d'en faire vraiment un autre film. C'est toujours ça qui est toujours là, en première ligne. Alors, après, on a l'impression que voilà, Piranha, c'est pas un remake, Nuance, c'est pas un remake, mais évidemment, on pourrait, voilà, une conversation là-dessus. Bon, merci du coup, Alexandre est venu. Merci.